Aujourd'hui, nous accueillons, habituellement, nous avons des conférenciers qui sont de Marseille, d'Aix. Et aujourd'hui, un grand événement, nous avons un conférencier qui vient de Paris-Versailles. Versailles. Alors, quand on a un Parisien versaillais qui défend le patrimoine marseillais, il faut se le garder, là. Parce que, actuellement, la faune, entre guillemets, parisienne, c'est plutôt pour démolir ce qu'il y a à Marseille. La mainmise de Paris sur Marseille, que ce soit Veolia, Vinci, Bouygues, et j'en passe. J'en passe n'est pas de Paris, mais enfin, bon. Donc, voilà. Et surtout, il vient nous parler aujourd'hui des projets d'hôtel de ville et d'hôtel-dieu. D'hôtel-dieu pour lequel on s'est battu, mais le pot de terre contre le pot de fer, comme pour le Lazaret d'Arenc, où on n'a rien pu faire. Et ce qui est pour une association qui défend le patrimoine, c'est vraiment désolant. Et alors, donc Philippe Cachot, qui vient de Paris. Versailles. C'est mieux. Il y a une rivalité aussi entre Versailles et Paris, vous savez. Oui, depuis longtemps. Voilà. Comme entre Aix et Marseille. Donc Philippe Cachot qui vient de Versailles, mais en passant par Paris. Hélas. Hélas. Par le RER, heureusement. Bon. Donc vous avez vu, il est docteur en histoire de l'art, chercheur, conseiller, chargé de communication du patrimoine. Mais je lui ai demandé des précisions. Sa fonction, c'est la promotion de châteaux et, si j'ai bien compris, de châteaux privés. Châteaux privés, oui. Voilà. Donc c'est, en fait, j'ai remarqué que souvent des propriétaires de châteaux ne connaissaient pas toujours l'histoire de leur bâtiment. Ah, donc voilà. Je réalise en fait leur étude historique, ce qui permet donc de connaître exactement l'histoire du château. Non, j'ai un micro, ça va. Et donc ça donne effectivement les moyens de promouvoir le château auprès des offices du tourisme, auprès des autorités du patrimoine du département ou de la région. Et je vous citerai un exemple. En ce moment, je suis sur le château des Ormes dans la Vienne. Et donc, j'assure la défense de ce château, qui est un très beau château, puisque c'était le château du comte d'Argenson, qui était ministre de la guerre de Louis XV, qui a été un haut lieu du siècle des Lumières. Et malheureusement, il n'est pas tellement pris en considération par les autorités touristiques de la région et du département de la Vienne et de la région Poitou-Charentes. Donc là, j'ai fait pour le propriétaire un dépliant avec un historique qui se tient, parce que jusqu'à présent, j'ai vu que son dépliant n'était pas très motivant pour le public. Donc déjà, le public ne venait pas tellement au château parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il allait voir. Et puis donc, en faisant un historique vraiment circonstancié, eh bien, on arrive à donner une idée un peu plus juste aux autorités en charge de la promotion du patrimoine, soit dans le département, soit dans la région, que de l'intérêt de ce patrimoine. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai remarqué aussi, alors je suis aussi conseiller pour des gens qui réalisent des travaux, parce que souvent j'ai remarqué que les architectes en charge du patrimoine de la ville, j'ai le problème à Versailles, on dit aux gens de garder certaines choses, souvent qui sont d'un moindre intérêt. Or j'ai remarqué que souvent la ville elle-même, quand c'est son propre patrimoine, se permet de démolir des choses, mais quand c'est les privés, on oblige les gens à conserver certaines choses. Donc moi je suis là pour conseiller les propriétaires dans ce qui vaut la peine d'être conservé ou ce qui ne vaut pas la peine, ce qui leur permet d'avoir un poids contre l'architecte de la ville qui souvent spécule sur l'ignorance des propriétaires, et les pauvres, ils se laissent faire. Hein. Donc voilà. Vous voyez,
il nous faudrait quelqu'un comme ça à Marseille. Il y aurait du boulot à faire. Parce qu'à Marseille, les Bastides, il y en avait 6000 autrefois, il en reste une cinquantaine, c'est tout. Ah oui, non, mais c'est dramatique. Enfin, je sais pas, Georges, tu as le chiffre des Bastides qui restent ? 54. Donc j'étais pas loin. Donc, oui, alors, pour dans ces recherches et ces études, M. Cachot a fait un DEA sur l'activité de Mansart, déjà, de Mansart à Marseille, de Mansart à Marseille en 1994. Voilà, il a fait un... Voilà. Donc ça a été le premier travail que j'ai réalisé donc, sur les projets de Mansart de Sagone à Marseille. Donc le projet pour l'hôtel de ville en 1752 et le projet de l'hôtel-dieu en 1753. Donc c'était la première ébauche de mes recherches sur ces deux grands projets architecturaux à Marseille au milieu du XVIIIe. Donc j'avais rencontré à l'époque le professeur Yves Bayle qui est... qui est à la Timone et donc qui est en charge du patrimoine, du conservatoire du patrimoine hospitalier de Marseille. Non, et donc, hospitalier, médical. Médical, voilà. Et donc je lui avais déposé ce DEA. Et puis donc à la suite de ça, je suis revenu ensuite 3 fois à Marseille pour approfondir ces recherches, donc dans les archives municipales et aux archives départementales. Et surtout donc j'avais retrouvé toutes les planches. Parce que tout le paradoxe de Mansart de Sagone, c'est que ça a été un grand architecte, mais comme beaucoup d'architectes qui ne font pas partie de l'administration des bâtiments du roi, qui sont des architectes privés, on a très peu de plans et d'élévations. Or là, j'avais la chance pour Marseille d'avoir tous les projets, il y avait 22 planches, de plans et élévations pour le projet de l'hôtel de ville, avec le projet de Place Royale derrière. Donc j'en ai publié une partie en 1996. J'ai fait un article donc, dans le Bulletin Monumental, donc, qui est la revue de la Société française d'archéologie. Alors, comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder donc, cet article sur mon site internet. Vous tapez mon nom sur Google, vous tomberez sur mon site. Vous avez la rubrique Mes articles et donc vous pouvez cliquer sur l'article et vous le retrouvez donc intégralement. Voilà. Et puis donc je vous ai amené, donc ça vous pourrez regarder ça à la fin de la conférence. Et puis je vous ai amené donc mon ouvrage sur la grande réalisation de Mansart de Sagone, qui est donc la cathédrale Saint-Louis de Versailles, donc qui date de 1742-1754. Donc là aussi un grand bâtiment religieux du XVIIIe siècle, complètement méconnu. Et donc j'ai tenu à réaliser un ouvrage sur cet édifice, qui est le premier grand chantier religieux du règne de Louis XV, avant les projets parisiens de la Madeleine et de Sainte-Geneviève, donc l'actuel Panthéon. Et donc ça a permis aussi, c'était l'occasion pour moi de faire le point sur l'architecture religieuse du milieu du XVIIIe siècle, car j'ai pu remarquer qu'on étudiait beaucoup en matière d'histoire de l'art au XVIIIe, la seconde moitié du XVIIIe, c'est-à-dire la période dite néoclassique. Mais en matière d'architecture religieuse, on avait très peu de choses sur la période dite rocaille, donc la première moitié du XVIIIe. Or là, vous avez un parfait exemple de style rocaille en matière d'architecture religieuse. Et donc, il était pour moi intéressant de faire le point sur l'architecture religieuse en France, Paris et en France d'une manière générale, puisque j'évoque notamment la cathédrale de Montauban, pour donc montrer la situation, dans quel contexte la cathédrale avait été bâtie et comment elle s'insérait dans le contexte de l'architecture religieuse du milieu du XVIIIe. Voilà, alors cet ouvrage date de 2009. Il est sorti aux éditions Somogy, il y a 2 ans exactement. L'article dont vous avez parlé, qui est dans le bulletin de la Société française d'archéologie, date de 1996. Voilà, bulletin monumental. Le bulletin monumental, oui. Ensuite, il y a votre thèse de 2004, voilà. Également sur le Mansart. Donc j'ai prolongé, là j'ai étoffé encore un peu plus. Et M. Cachot nous laisse pour les archives
enfin, c'est un extrait de la thèse. Ce qui vous concerne, donc les projets qui sera de donc, l'Hôtel de Ville, de Place Royale. Qui sera donc dans les archives du comité. Voilà, ben je vous laisse la parole. Et, oui, non, j'avais une question, mais je vous la poserai après. D'accord, il n'y a pas de souci. Bien, ben, messieurs, dames, merci beaucoup de m'accueillir au sein de votre comité. Donc, je suis très flatté de pouvoir vous présenter donc, le fruit de mes recherches. Je vous dis, je suis venu 4 fois à Marseille faire des recherches donc, sur les projets d'hôtel de ville dans les archives communales. Les archives départementales, c'était surtout pour l'Hôtel-Dieu. Et donc, il s'agit là de réalisations majeures. Il faut que vous preniez conscience que entre ces deux projets sont véritablement de très grande importance pour l'architecture française du XVIIIe siècle, du milieu du XVIIIe siècle. Donc, je vous le redirai tout à l'heure, l'Hôtel-Dieu de Marseille fait partie des grands projets hospitaliers en France au milieu du XVIIIe siècle, avec l'Hôtel-Dieu de Lyon, de Soufflot à Lyon, et l'Hôtel-Dieu de Pierre de Vigny à Lille. Hein. Vous m'entendez? Non. Je fais un appel. Quelqu'un sait-il où est passé le crayon laser pour montrer parce qu'on ne le trouve plus? S'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais bon, c'est vrai que c'est pratique pour pointer certains aspects sur les images. Donc, voilà, donc le projet de Place Royale et de reconstruction de l'Hôtel de Ville de Marseille, confié de 1747 à 1752 à Jacques Ardois-Mansart de Sagone, est assurément, avec l'Hôtel-Dieu de la ville, les deux grands projets urbains de la France de Louis XV. Conscient de l'enjeu, Mansart de Sagone ne conçut pas moins de 4 projets, avec variantes, pour cet hôtel de ville. Remarquablement documenté, on conserve toute la correspondance, les mémoires, ainsi que les plans et les élévations. Ce projet témoigne une fois encore de la réputation de son auteur en son temps et du souci de marquer la lignée Mansart, à l'exemple de Jules Ardois-Mansart, son aïeul, aux hôtels de ville d'Arles et de Lyon. Donc il y avait déjà une tradition provençale, puisque l'hôtel de ville d'Arles était de Jules Ardois-Mansart, le grand-père de Mansart de Sagone. Il vit là aussi l'occasion de hisser sa réputation à l'égal de celle des Gabriel. Donc je vous rappelle que les Gabriel, ce sont une dynastie d'architectes, de premiers architectes du roi. Il y a eu Jacques V Gabriel et ensuite Anja Gabriel, qui étaient les cousins de Mansart de Sagone. Donc, qui ont réalisé, eux, les places royales de Rennes et de Bordeaux, ou de Soufflot avec l'Hôtel-Dieu et la loge d'échange de Lyon. Passé sous silence par Pierre Patte dans son fameux recueil « Monuments érigés en France à la gloire de Louis XV », publié en 1765, les projets marseillais du dernier Mansart font partie des grandes découvertes de ces dernières années en matière d'urbanisme sous l'Ancien Régime. Alors, hélas pour effectivement la réputation de l'Hôtel de Ville et de la Place Royale de Marseille de Mansart de Sagone, ces projets n'ont pas été publiés donc, dans ce recueil, car effectivement les historiens d'art se réfèrent à ce recueil, dont je vous rappelle, Monuments érigés en France à la gloire de Louis XV. C'est un projet de Pierre Patte, un recueil de Pierre Patte, publié en 1765, dans lequel sont recensés tous les projets de Place Royale sous Louis XV à travers la France. Malheureusement, il y avait une rivalité entre ce Pierre Patte et Mansart de Sagone, tant et si bien que celui-ci les a passés sous silence. Et il a fallu attendre donc 2 siècles pour qu'on les redécouvre. Alors je vais vous présenter Mansart de Sagone. Donc il est né en 1711 à Paris. Il est mort en 1778. Il est le petit-fils de Jules Ardois-Mansart, donc le fameux architecte de Louis XIV, l'architecte de Versailles, de la place Vendôme, de la place des Victoires, l'hôtel des Invalides. Et vous avez donc ici sa grande réalisation, qui est donc la cathédrale Saint-Louis, qui n'était pas cathédrale à cette époque-là, mais qui était l'église, une simple église. Elle est devenue cathédrale en 1802. J'attire votre attention donc sur le dôme, la flèche du dôme, parce que vous la retrouverez tout à l'heure sur le projet pour l'hôtel de ville. Donc voici la cathédrale, donc depuis le potager du roi à Versailles. Donc vous voyez, c'est un très bel édifice, et ce qui a permis donc à Mansart de Sagone de se distinguer à la cour de Versailles et d'assurer sa réputation donc au milieu du XVIIIe siècle. Ici donc vous avez un ravissant château rocaille
avec donc qui s'appelle le château de Jossigny, donc c'est à côté de Marne-la-Vallée, donc en Seine-et-Marne. Je vous le montre parce que vous avez donc ces couvertures très pittoresques en forme de pagode chinoise, et ces aspects pittoresques sont la marque de son architecture. Là aussi, vous verrez tout à l'heure sur le projet pour l'hôtel de ville de Marseille, des couvertures assez fantaisistes dans cet esprit-là. Autre grande réalisation de Mansart de Sagone près de Paris, le château d'Asnières-sur-Seine, donc, qui a été bâti donc, entre 1750 et 1752 pour le marquis Voyer d'Argenson, qui était donc le directeur des haras du roi. Et d'ailleurs, au bout du domaine d'Asnières figuraient donc les haras, l'entrepôt général des haras, où le marquis de Voyer concentrait les chevaux destinés aux différents haras. Il les élevait là, et puis ensuite ils étaient redispatchés dans les différents haras. Et ce domaine d'Asnières a été un des plus beaux domaines des environs de Paris. D'ailleurs, c'est le seul château des environs de Paris qui subsiste. Tous les autres ont été détruits. Là, vous avez une autre grande réalisation de Mansart de Sagone. On est en 1752, donc tout ça, c'est contemporain des projets pour Marseille. C'est le 56 rue des Francs-Bourgeois à Paris. Donc, vous voyez, il y a un drapeau national. C'est parce qu'on est à la direction des Archives de France. Donc, on est dans le quartier du Marais à Paris. Donc, après la guerre de succession d'Autriche, 1741-1748, nombreux furent les architectes parisiens ou provinciaux à vouloir œuvrer au renouvellement des villes du royaume. Legendre à Reims, Le Carpentier à Rouen, Camas à Toulouse, Gabriel à Paris, Blondel à Metz. Gabriel excepté, Jacques Ardoin-Mansart de Sagone est, à notre connaissance, le seul architecte à la fois présent sur deux projets de place royale au milieu du XVIIIe, Marseille et Paris. Ces projets furent favorisés par la protection active du ministre de la Maison du Roi en charge de la Provence, Louis Philippot, comte de Saint-Florentin, futur duc de Lavrière, que vous avez ici, qui entendait rivaliser là avec le directeur des bâtiments du roi, Marigny. Alors je vous rappelle, le marquis de Marigny, c'est donc le directeur des bâtiments du roi, c'est le frère de Madame de Pompadour. Donc le directeur des bâtiments du roi, ce serait l'équivalent d'un directeur du patrimoine à l'heure actuelle, et le ministre de la Maison du Roi, l'équivalent d'un ministre de la Culture. Donc ce marquis de Marigny est curieusement absent ici des projets, alors qu'il était très engagé dans les autres projets de place royale en France. Ici à Marseille, le comte de Saint-Florentin a l'exclusivité donc de la gestion du dossier. Mansart de Sagone bénéficia également de l'appui de son grand ami Gilbert Jérôme Clotrier, dont je vous ai montré la maison, le 56 rue des Francs-Bourgeois, qui en tant que premier commis du contrôleur général des finances Machaut d'Arnouville eut la charge du dossier. Donc, malgré cette conjoncture favorable et le dévouement de son auteur, l'échec du projet marseillais atteste, après l'exemple fameux de Rouen, de la difficulté d'évolution des villes sous l'Ancien Régime, sans le volontarisme d'un intendant ou d'un gouverneur, tel Tourny à Bordeaux ou Belle-Île à Metz. Alors, je vous rappelle brièvement donc l'histoire de l'hôtel de ville de Marseille. Donc, le 7 septembre 1653, le Conseil de ville décide la reconstruction de l'hôtel de ville du XIIIe siècle, confié donc à l'architecte Jean-Baptiste Méolance et à l'ingénieur Énéas Bilondel. Les travaux sont arrêtés en 1656 et repris en 1666 par les frères Puget, Pierre et Gaspard, celui-ci architecte de la ville, qui achèvera le chantier en 1673. Le bâtiment, hélas, devient vite exigu et est étendu par derrière par l'acquisition de maisons reliées au bâtiment par un pont de bois. Donc ça, c'est le plan qui a été levé par Mansart de Sagone. Donc vous voyez donc la loge, le pavillon des Pugets au premier plan, donc le quai du Vieux-Port à l'avant, et derrière donc les différentes maisons. Et vous avez ici le pont par lequel donc, on faisait le lien entre les deux bâtiments. Donc il s'agissait au départ d'un pont de bois qui va être remplacé par un pont de pierre au XVIIIe siècle. Quoique très critiqué par Mansart de Sagone, la disposition fut maintenue coûte que coûte jusqu'à la fin du XVIIIe. Du fait de la promiscuité et du manque d'entretien, on décida en 1732, sur le rapport du premier échevin Henri Latil, de reconstruire l'hôtel de ville.
La dépense fut estimée à 33 378 livres en 1733 et l'on pensa faire appel, je cite, aux plus habiles architectes de Paris. Ces intentions resteront lettre morte jusqu'en 1747. Parallèlement à la reconstruction de l'hôtel de ville, les échevins de Marseille souhaitaient, à l'instar d'autres villes, Montpellier, Grenoble, Lille, Aix, Rouen, Dijon, Lyon, Nantes, une place royale. Donc ça, c'est la disposition donc, qui sera maintenue à la fin du XVIIIe. Voilà donc le projet de place royale de Pierre Puget, donc, qui devait être projet donc, daté de 1686, qui, semble-t-il, déplut au premier architecte du roi, Jules Ardomansart, et refusant de les remanier, Puget fut écarté et remplacé par Charles Clérion, qui faisait partie des architectes employés à Versailles par Jules Ardomansart. La guerre de la Ligue d'Augsbourg en 1689 mit fin temporairement au projet. Il fut repris donc au début du règne de Louis XV, lorsque 3 arrêts du Conseil du roi de 1723, 1724 et 1725 autorisèrent les échevins à procéder aux acquisitions nécessaires en vue d'établir une place circulaire conformément aux souhaits de Puget. La place était envisagée à l'intersection des 2 voies majeures de la ville, le cours Belzins et la Canebière. Devant l'ampleur de la dépense et la difficulté d'obtenir les emplacements nécessaires, un arrêt d'août 1728 autorisa les échevins à réduire la surface de la place et à modifier son dessin. Devenue octogonale, la place n'eut guère plus de succès que la précédente, se heurtant à nouveau aux difficultés d'acquisition des terrains et à l'obligation de niveler l'espace à grands frais. L'endettement endémique de la ville au XVIIIe sera, nous le verrons, l'obstacle principal à la réalisation d'une place royale à Marseille, comme à la reconstruction de l'hôtel de ville. Il convient d'ajouter également, dans le cas présent, les réticences d'une population très conservatrice, rétive au pouvoir royal et jalouse de ses prérogatives, ainsi que la crise morale survenue après la Grande Peste de 1720-1721. Donc on n'avait vraiment pas l'intention de dédier une place au roi à Marseille. Un arrêt du Conseil de juillet 1748 autorisera finalement les échevins à revendre les places acquises pour cette place royale, l'argent retiré étant destiné au nouvel hôtel de ville. Placés sous la vigilance et l'autorité du contrôleur général des finances, Machaut d'Arnouville, les échevins de Marseille mandatèrent à Paris le jeune François Capu, premier commis des archives de la ville, pour trouver un architecte. Donc là, on est vraiment dans le projet de reconstruction de l'hôtel de ville. Ils ne savent pas trop donc, à qui ils vont faire appel. Ils envoient donc ce jeune Capu. Ils souhaitaient ainsi confronter les solutions d'un architecte parisien à celles de ses confrères provençaux sollicités au milieu des années 1740 et lever les hésitations du Conseil de ville sur le sujet. Il s'agit là d'un procédé courant dans les villes sous l'Ancien Régime. Mais comme souvent en pareil cas, les solutions hasardeuses de l'architecte de la ville ou de la province prévalurent par fierté locale, comme l'atteste l'état actuel. Arrivé en octobre 1747, Capu rencontra le premier commis du contrôleur général, donc notre fameux Gilbert Jérôme Clotrier, qui était ami de Mansart de Sagone. L'architecte était alors très en vue à la cour depuis qu'il bâtissait en 1742 la paroisse Saint-Louis de Versailles que je vous ai montrée. Il se trouvait par ailleurs être le protégé de Louis Philippot, comte de Saint-Florentin, dont je vous ai montré le portrait, et qui était donc ministre, qui était le puissant ministre de la Maison du Roi et un intime de Louis XV, qui avait la Provence dans le ressort de son ministère. La personne de Saint-Florentin revêt un rôle capital dans les décisions prises par les échevins sur les projets de Mansart de Sagone. C'est en effet sous son portrait, donc je vous le remonte, et non celui de l'intendant ou du gouverneur de la province, que le corps de ville délibérera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Donc ce portrait est maintenant conservé au Musée des Beaux-Arts de Marseille, mais ce portrait va rester, alors que le comte de Saint-Florentin va cesser ses fonctions à la mort de Louis XV en 1774, ce portrait va rester dans la salle du Conseil des échevins de Marseille jusqu'à la Révolution. Donc c'est pour vous montrer l'importance du personnage, l'ascendance du personnage et, sur Marseille au milieu du XVIIIe. Donc ce portrait a été commandé au peintre Louis Tocqué en 1748 et donc, comme je vous l'ai dit, est conservé au Musée des Beaux-Arts. Il fit l'objet, à son arrivée en 1751 à Marseille, de la critique dithyrambique des échevins. Il nécessitait un écrin à sa mesure,
celui d'un nouvel hôtel de ville. Sa commande, puis son arrivée, contribuèrent à la relance du projet. Donc vous voyez, on a ce projet qui arrive en 1751, et c'est dans ce contexte-là que, par zèle envers ce comte de Saint-Florentin, les Échevins vont décider la reconstruction de l'hôtel de ville. Un mois après sa rencontre avec le député marseillais, Capu, Mansart de Sagone s'attela à l'examen des plans des architectes provençaux qu'on lui avait soumis, à savoir ceux du Marseillais Antoine Duparc, donc l'auteur du Palais Justice, l'annexe qui est maintenant annexe de l'hôtel de ville, de Joseph Ignace Gérard, natif de Carpentras, et de Georges Vallon, architecte de la province et d'Aix-en-Provence, originaire d'Avignon. Les ayant jugés d'une grande médiocrité, Mansart proposa comme convenu ses solutions. Soucieux de satisfaire Saint-Florentin, son protecteur, et Clotrier, son ami, comme de s'attirer également un nouveau titre de gloire au moment où il s'engageait sur le projet non moins prestigieux de la place royale de Paris, Mansart de Sagone élabora 3 projets distincts que je vous montre ici. Donc voici le premier, qui consistait donc à étayer et augmenter la loge des Pugets par 2 pavillons latéraux sur arcade, à l'instar de l'hôtel de ville. Donc vous avez la loge au centre et 2 pavillons sur arcade de chaque côté, qui venaient donc s'immiscer entre donc, la loge des Pugets et les maisons voisines. Donc l'intérêt, c'était donc l'absence de démolition et d'acquisition de terrain. Elle permettait en outre l'extension de la bourse des marchands qui se trouvait, je vous le rappelle, au rez-de-chaussée du pavillon Puget. Alors, vous observerez déjà les couvertures assez pittoresques sur les pavillons. Donc, voilà ce que ça donne donc, en plan. Vous avez les pavillons donc, sur les côtés. Alors, le second entendait, à partir du précédent, et à l'instar de la loge des marchands de Lyon par Soufflot, doubler et consolider le bâtiment à l'arrière pour y loger le grand escalier lui conférant un plan en T. Mansart entendait ainsi rendre la loge plus commode et plus solide. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vous dis, il édifie deux pavillons latéraux, et dans le second projet, il en rajoute un nouveau par derrière, dans lequel donc il entend disposer ce grand escalier à double volet. Et donc je vous dis, on a effectivement un plan en T. Donc ça, c'est le second projet. Le troisième, donc, visait à former un édifice de plan massé en l'enveloppant sur 3 côtés. Donc c'est-à-dire qu'il ne se contente plus de consolider les côtés, il fait vraiment tout le tour. L'architecte livra ensuite plusieurs variantes qui consistaient tantôt à disposer un bel escalier à volets doubles au centre de l'édifice, donc comme je vous ai montré. Donc voilà le plan. Donc vous voyez la loge des Pugets, vous l'avez au centre, et vous voyez donc l'enveloppe qui se fait tout autour, et donc à nouveau ce projet de double volet au centre de l'édifice. Mais il a aussi l'idée donc de placer donc à nouveau alors oui. Donc là le même escalier, donc je vous dis avec le plan en T. Là, vous avez donc la solution toujours de l'enveloppe, mais avec l'escalier latéral et un vestibule au centre. Vous voyez donc qui est marqué au devant salle des négociants, donc qui permet, et donc les pavillons latéraux qui permettent d'accroître cette salle des négociants au rez-de-chaussée de la loge Puget. Donc l'association d'un hôtel de ville et d'une place au devant ou derrière était une formulation fréquente de l'urbanisme des villes sous Louis XV, comme en témoignent les villes de Rennes, Toulouse, Nancy ou Beauvais, notamment au point d'être aussi envisagées à Paris à la même époque. Donc, oui, il faut que je vous dise. Donc, derrière l'hôtel de ville, Mansart de Sagone envisageait donc soit la réalisation d'une grande cour, avec donc 2 guérites et une grille en demi-lune devant, un peu dans l'esprit de la grille royale de Versailles, du château de Versailles, ou la réalisation d'une place royale, comme c'est le cas ici,
Vous avez donc au centre la statue qui pouvait être soit équestre, soit pédestre de Louis XV. Ces solutions et variantes ébranlèrent quelque peu les convictions des Échevins qui tenaient absolument à ce que l'on ne modifiât pas l'implantation des bâtiments existants. Ainsi critiquèrent-ils l'abandon du pont au-dessus de la rue de la Loge, mais aussi et surtout l'interruption de la rue par les extensions envisagées. Conscient que ces choix risquaient de heurter les intérêts de quelques habitants, je cite, Mansart de Sagonne comptait, je cite à nouveau, sur les lumières des magistrats de la ville, des gens éclairés du pays, mais aussi les ordres du comte de Saint-Florentin, ainsi que du contrôleur général des finances et de l'intendant, pour remédier à la situation. Saint-Florentin manifesta en effet à Capu sa volonté d'une place royale à Marseille par Mansart de Sagonne, condition sine qua non de l'obtention de l'arrêt autorisant les Échevins à vendre les places acquises pour la précédente. Il considérait, je cite, comme trop cavalier de rétracter son nouveau projet, celui d'un monument qui n'avait d'autre projet que celui de la gloire de la ville de Marseille et son juste empressement pour celle du roi. Donc il n'était pas question, si on abandonnait le projet de place à l'angle au niveau de la Canebière et du cours Belzin, ce n'était pas question qu'on abandonne ce projet définitivement. Il fallait un autre projet de place royale et c'est donc le projet proposé par Mansart de Sagonne sur lequel insistait Saint-Florentin. Envoyé aux Échevins pour approbation en avril 1748, les 12 planches de plan et élévation de Mansart de Sagonne revinrent aux surprises prématurément à Paris en juillet, après un différend entre l'architecte et le corps de ville pour le règlement de ses honoraires. Résolu en septembre 1748 par le versement de la somme de 2400 livres, l'affaire jeta temporairement un froid entre les parties. L'adoption du projet fut reportée sine die. L'examen des projets de Mansart de Sagonne reprit donc en mars 1750, donc on est presque 2 ans après, donc pendant 2 ans il ne s'est pratiquement rien passé. Voilà. L'architecte avait tenté 1 an plus tôt, en février 1749, de convaincre les Échevins de l'inanité de maintenir 2 bâtiments parallèles reliés par un pont au-dessus d'une rue. Le premier Échevin, Henri Latil, reconnut lors de la séance du 10 mars 1750 que les projets de Mansart ne paraissaient pas, dit-il, je cite à nouveau, rencontrer de grands inconvénients et réunissait tous les avantages pour la commodité, la décoration et la distribution intérieure. Soucieux de procéder sans tarder à l'extension de l'édifice, le Conseil décida l'estimation et l'acquisition des maisons nécessaires. La délibération fut soumise à l'intendant de la tour, donc je vous rappelle que l'intendant, c'est celui qui gouverne la province, donc la Provence, et c'est donc c'est le représentant du roi dans les provinces. Et donc, quand les corps de ville, c'est un peu comme maintenant, on soumettrait au président de région les projets, eh bien c'est un peu ce qui s'est passé. Donc les Échevins vont soumettre leur demande de reconstruction de l'hôtel de ville et d'aménagement d'une place royale à l'intendant de la Tour qui est à Aix-en-Provence. Donc il le prie de donner son autorisation au plus vite, afin de ne pas perdre 1 année et demie, soit le temps passé depuis le règlement des plans de Mansart, et ne de pas renvoyer plus loin une opération aussi pressante et dont le délai pourrait les jeter, insistait-il, dans un grand embarras. L'intendant délivra son accord le 15 mars 1750, s'étonnant toutefois que les Échevins aient décidé de procéder à l'acquisition de terrain sans avoir examiné préalablement les plans et devis de l'architecte. Il requérait, à l'instar de ce qui s'était fait un siècle plus tôt pour la création du pavillon Puget, qu'une commission ad hoc fût établie à cet effet et qu'un rapport fût dressé au Conseil du roi. Donc il n'était pas question de laisser seuls les Échevins gérer le problème de l'hôtel de ville, il fallait faire donc une grande commission large. Cette commission donc était composée de 16 membres, à savoir les 4 Échevins en cours de mandat, leurs 4 prédécesseurs et 8 habitants de la ville. Ce qui fut fait 5 jours plus tard. Les habitants de la ville étaient issus pour moitié de la noblesse et pour moitié de la bourgeoisie marchande. Le 24 mars, une majorité se prononça en faveur des projets de Mansart, mais 4 membres inclinaient toujours en faveur du projet de Gérard, qui maintenait le parti initial, donc la loge, reliée par un pont derrière aux maisons existantes. Alors, donc ce projet de Gérard, je vous le montre. Donc voici, je poursuis. Voilà le projet d'élévation de Mansart de Sagonne pour la place royale. Donc avec le schéma en T, vous avez donc le ressaut du bâtiment à ce niveau-là. Vous voyez, vous avez un décrochement ici. Là, vous avez les élévations des bâtiments qui étaient prévus sur la place,
avec donc ces motifs de refend qui sont typiques donc, de l'architecture mansarde. C'est ce que Jules de Mansart a réalisé sur les places des Victoires et les places Vendôme à Paris. C'est aussi ce qu'on a à Versailles. Vous observerez encore les couvertures assez pittoresques dans l'esprit rocaille de l'époque. Alors, donc ici le projet de Gérard. Deux projets de Gérard, donc, vous voyez, la loge des Pugets ici, le pont de pierre qui sera effectivement réalisé à la fin du XVIIIe siècle, un grand bâtiment à l'arrière, avec une cour à arcades au centre. Mais il est évident que pour un architecte parisien, ce type d'architecture n'est pas du tout satisfaisante parce que ça n'a aucune symétrie, c'est fait de briques et de broc. Donc par précaution, on se livra à un dernier examen. Le 28 mars 1750, il ne restait plus que 3 membres en faveur donc, du projet de Gérard. Les projets de Mansart de Sagone étaient donc adoptés. Un devis de chacun d'eux serait établi pour décider au plus vite le conseil de ville, ainsi que les ministres Saint-Florentin et Machaut. Le choix de la commission sembla faire quelques remous dans l'opinion, devant, je cite, l'importance de la dépense, mais l'augmentation de la loge sur les côtés était néanmoins acquise, tant pour des raisons techniques qu'esthétiques. En effet, l'angle du bâtiment, donc Puget, à droite, du côté du port, manifestait de nouveaux signes d'affaissement. Malgré tous les avantages procurés par le plan massé préconisé par Mansart, les tenants de la formule des doublés avec pont ne désarmaient pas. Ils adressèrent ainsi un mémoire de contestation à l'intendant, que celui-ci retourna aux Échevins le 28 mai 1750, afin d'être examiné par la commission. Quoiqu'on ait répondu à leurs objections lors des examens précédents, Latour, donc qui est l'intendant, écrivit au contrôleur général des finances Machaut d'Arnouville en octobre 1750 qu'il en résulta une apologie encore plus étendue des projets de Mansart qui, dit-il, suivant leur mémoire, présente un édifice exact dans ses propositions, commode, agréable et régulier, avec les distributions et les appartements nécessaires pour toutes les parties du service qui doivent avoir place dans l'hôtel de ville. L'établissement des devis des projets de Mansart fut confié en mai 1750 à Jérôme Bourré, géomètre et inspecteur des ouvrages publics de la ville. Il se révéla vite incapable de remplir sa mission, prétextant que, n'ayant pas fait les plans, il lui fallait procéder à de multiples opérations pour approcher la réalité. Aussi les Échevins demandèrent-ils à l'intendant, par délibération du 19 juillet 1750, l'autorisation de faire venir Mansart de Sagone à Marseille pour établir non seulement les devis, mais aussi pour fixer le nouvel édifice et s'assurer de son exécution. La délibération fut complétée le 14 août par une seconde, dans laquelle la venue de l'architecte était vue comme le moyen de procéder convenablement à l'adjudication des ouvrages, ainsi qu'au choix des entrepreneurs et de l'inspecteur des travaux. Les Échevins obtinrent de l'intendant, le 24 septembre 1750, la permission de faire venir Mansart de Sagone à Marseille et confirmèrent au comte de Saint-Florentin, le 26 octobre, le choix de cet architecte pour leur nouvelle bâtisse. Ils insistèrent sur la nécessité de sa venue et rassurèrent le ministre sur les inquiétudes exprimées par l'intendant et le contrôleur général à propos du financement du projet, quitte à lever un nouvel impôt. La venue de Mansart était d'autant plus nécessaire que l'intendant n'avait pu communiquer de devis exact au contrôleur général. On parlait donc dans le vide. Parti de Paris le 13 janvier 1752, Mansart de Sagone arriva à Marseille le 26. Il s'était arrêté entre-temps à Aix-en-Provence le 23, afin de remettre à l'intendant de la Tour l'ordre de mission du contrôleur général des finances. Il demeurera à Marseille jusqu'au 10 février 1752. Il entama dès son arrivée l'examen des lieux et s'aperçut aussitôt de la fausseté de ses plans. Toutes ces mesures étaient à reprendre. Surtout, contrairement à ce qu'il pensait, l'hôtel de ville n'était plus en état de subsister. À l'intérieur, Mansart s'aperçut que la loge des marchands peinait à contenir le tiers des personnes présentes. Les marchands débordaient sur le quai et les rues avoisinantes, quel que soit le temps. Il pénétra ensuite dans les prisons et les bureaux des différentes juridictions, des greffes et du commerce,
et fut frappé par l'extrême exiguïté des lieux. Il fut surtout choqué par l'état des archives, placées avec le bureau du commerce dans les combles du pavillon, les employés peinant à trouver place. Le bâtiment présentait, selon lui, je cite, « une espèce d'indécence pour une ville où il y a plus de 120 000 habitants, sans compter tous les étrangers et marins voyageurs qui composent un nombre considérable. » Devant ce constat, l'architecte refusa de procéder au maintien de l'édifice, susceptible, déclare-t-il, de s'effondrer au premier coup de pioche. Il s'en tint à l'examen du sous-sol pour établir son bâtiment. Il jugea à cet égard l'emplacement de l'hôtel de ville le plus convenable et le meilleur que tout autre à Marseille. Oui, parce qu'entre-temps, le comte de Maurepas, qui était le ministre de la Marine, avait envisagé de déplacer l'hôtel de ville au fond du Vieux-Port. Et Mansart considère qu'au contraire, la place où il se trouvait était la meilleure. Donc il leva... Donc, de surcroît, les fondations étaient déjà établies, donc il n'y avait pas besoin de recreuser des fondations. Il n'y avait qu'à les consolider les pilotis existants par des madriers. Pardon. Mansart de Sagone leva également donc, un plan du périmètre que je vous remontre, en vue donc de la place publique pour placer la figure équestre ou pédestre de Sa Majesté Louis XV. Donc la place, bien entendu, il l'envisageait à l'emplacement des anciennes maisons que vous avez derrière. Il procéda en conséquence au réalignement des rues qui étaient, dit-il, absolument nécessaires et indispensables. Il souligna enfin la nécessité de réparer rapidement le quai au devant, rongé par la mer. Donc c'est véritablement une véritable opération d'urbanisme qui est faite dans tout le secteur de l'hôtel de ville. Mansart de Sagone soumit son nouveau projet à la commission les 29 et 30 janvier 1752. L'architecte exposa ses griefs à l'encontre du bâtiment actuel et l'intérêt du nouveau envisagé, soucieux, déclare-t-il, d'assujettir les environs à l'édifice Donc je vous disais, il envisageait, donc, il était pour lui question désormais d'assujettir les environs à l'édifice et non l'édifice aux environs, comme c'était le cas jusqu'à présent, puisqu'on tenait absolument à maintenir les rues existantes autour de la loge. Consciente des difficultés soulevées, la commission municipale se rangea rapidement à ses conclusions. Elle sollicita seulement la modification de la distribution afin de loger les bureaux, dépôts et appartements dont le corps de ville avait besoin. L'adoption du projet fut reportée dans cette attente au 31 janvier. Approuvé unanimement, le projet final dotait enfin Marseille, déclare la commission, d'un hôtel de ville et d'un lieu d'assemblée assez spacieux et assez commode pour les négociants dans une ville à qui cet ornement et cette commodité manquaient depuis longtemps. Le débat n'était pas clos pour autant. Le négociant Joachim Surian, principal opposant au projet dès 1748 et très influent à Marseille, était parvenu, sans doute par le scandale créé par sa composition, à réintégrer la commission. Il s'ouvrit de ses objections le 7 février 1752 dans un mémoire adressé directement au contrôleur général des finances. Excédé par ces critiques, Mansart de Sagone demanda à Surian d'avancer ses propositions. Suite à leur vif échange, l'adoption définitive du projet de Mansart de Sagone fut repoussée au 5 février. Surian tenta, à travers son beau-frère Jean-Baptiste Martin, second échevin, frère ou cousin du premier échevin en exercice, de faire dresser par l'architecte deux projets distincts qui évitaient l'interruption de la rue de la Loge. Après examen, la conservation de cette rue se révéla entraîner plus d'inconvénients que d'avantages. La commission se vit ainsi confortée dans son choix. Mansart apposa alors sur les plans la mention née variéture, ça veut dire qu'on ne change plus rien, et sollicita la levée exacte du périmètre de la loge par le nouvel architecte de la ville, Claude-Jacques-Henri d'Acheville. Alors retenez bien ce nom parce que c'est l'architecte de l'Hôtel-Dieu, en qui donc il avait reconnu beaucoup de talent et de connaissances. Ce sont les termes de Mansart. C'est sur cette estime qu'il lui confiait donc la direction des ouvrages de l'Hôtel de Ville. D'Acheville était aussi, rappelons-le, l'architecte du duc de Villars, gouverneur de la province, curieusement absent lui aussi des débats. De retour à Paris, Mansart de Sagone s'attela à la mise au net de ses plans et à la rédaction d'un mémoire pour le contrôleur général des finances. Les premiers sont datés du 23 février 1752 et le second du 27. L'architecte tint visiblement à faire de l'hôtel de ville
de Marseille, un bâtiment digne d'un des plus grands ports de France et qui fut en mesure de rivaliser avec les hôtels de ville de Toulouse ou de Nancy en cours de réalisation. Alors je vous présente les projets de Mansart de Sagone. Donc voilà, on est dans toute autre chose. On est là vraiment dans du grandiose. On est à la hauteur des projets qui se font à Nancy ou à Toulouse. Donc un vaste bâtiment avec compartimenté, avec plusieurs pavillons successifs. Donc vous retrouvez dans la partie centrale ce beffroi couvert à la manière de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Et vous voyez ces couvertures pittoresques sur les pavillons latéraux que vous avez pu voir sur le château de Jossigny en Seine-et-Marne que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est la façade côté Vieux-Port. Mansart a prévu devant un escalier avec une fontaine. Vous avez donc sur les pavillons latéraux au bas des trophées d'armes pour montrer que Marseille est aussi un port militaire et des statues à l'entrée de l'hôtel de ville. Donc là, nous sommes à l'entrée plutôt de la loge des marchands qui couvre donc tout le rez-de-chaussée. Vous avez donc dans le fronton le blason ailé royal que l'on retrouve notamment sur la place Vendôme à Paris. Vous avez le même type de fronton. Voilà donc l'élévation par derrière sur la place Royale telle qu'elle était envisagée. Donc l'escalier avec fontaine est remplacé par un vaste escalier. La façade de ce côté-ci n'avait plus le premier étage tout en hauteur. Vous avez dans ce qu'on appelle un étage attique, donc un espèce d'espace entressolé donc sous les combles. Vous avez donc la figure de la France avec le globe royal avec les fleurs de lys et les drapeaux donc autour de la figure de la France, donc qui est représenté sous la forme d'une minerve. Donc vous voyez, c'est un projet très pittoresque, ce qui va faire aussi, indépendamment des problèmes financiers et d'aménagement, d'acquisition de l'espace pour réaliser ce projet, le projet va être très vite abandonné, tout simplement pour des raisons aussi esthétiques, car nous sommes à un changement d'esthétique, on va basculer dans le néoclassicisme, donc avec des choses beaucoup plus sobres, beaucoup plus rigoureuses, avec des colonnes, l'esprit à l'antique, et toutes ces fantaisies rocailles vont paraître déjà un peu démodées à cette époque-là. Donc voici ce qu'il leur est donné donc, sur le côté. Donc les pavillons, ces pavillons pittoresques étaient repris donc, vous voyez, de chaque côté. Vous voyez donc encore à nouveau le beffroi sous cette forme assez pittoresque, avec cette grande flèche sous forme de balustre, terminée donc par une fleur de lys et un drapeau. Donc, conformément à l'ancien bâtiment, le nouvel hôtel de ville se partageait entre le corps municipal et les négociants. Donc voilà les fondations prévues par Mansart. Voici donc le rez-de-chaussée. Donc, remarquez, si le bâtiment avait été réalisé, il aurait été magnifique. Vous avez, voyez donc un grand vestibule au centre. Vous avez donc une espèce de coupole au centre qui repose donc sur ce qu'on appelle des pendentifs. C'est ce que vous avez donc à la croisée des églises. Et de chaque côté, on aurait eu des magnifiques voussures entre les colonnes qui sont marquées. Donc, ce sont ces ronds noirs que vous avez. Donc, ça, ce sont les colonnes. Donc des magnifiques voussures, un grand corridor qui délimite, qui marque la séparation entre la loge sur le Vieux-Port et les espaces administratifs du côté de la place Royale. Donc vous voyez, grand vestibule. Là, cette fois, Mansart de Sagone a retenu définitivement donc, la solution d'un escalier sur le côté et non plus d'un escalier central. Alors, j'attire votre attention, vous remarquez que les plans sont signés ici Ardent Mansart. Tout à l'heure, je vous montrerai sur le projet de l'Hôtel-Dieu, il a signé Mansart de Lévis. Ce qui fait que c'est souvent pour cette raison qu'on a toujours eu la peine à identifier réellement qui était ce Mansart qui était venu à Marseille. Ici, donc, le premier étage du projet. Donc, vous voyez, une salle royale. Donc, au cas où le roi viendrait à Marseille, il avait sa salle. Donc toujours avec cette grande coupole reposant sur ses pendentifs. On a donc la salle du conseil municipal à côté. On a une chapelle, parce que
bien entendu, il faut que le roi puisse se recueillir à l'hôtel de ville s'il vient à Marseille. Et puis, donc, on a la chambre de justice sur le côté. Et donc, enfin, on a tous les espaces dévolus au corps municipal. Donc, le premier étage, qui est l'étage noble, hein, on appelle ça l'étage noble, donc c'est le bel étage. C'est là que se trouvent donc les plus belles pièces de l'hôtel de ville, qui sont donc destinées au corps de ville. Et puis donc au deuxième étage, ce sont donc tous les espaces administratifs, donc les archives, les différents bureaux pour donc les administratifs donc, de l'hôtel de ville. Donc là, on est quelque chose, vous voyez, une distribution beaucoup plus resserrée. Mais bon, Mansart a fait de sorte à ce que l'hôtel de ville de Marseille ait enfin les espaces nécessaires. Donc c'est vraiment un projet très moderne. Et vous voyez que par rapport au projet qu'avait réalisé Antoine Duparc, on est très loin des petits projets étroits. Donc il a vu grand. Hein. Donc, conformément à l'ancien bâtiment, le hôtel de ville se partageait, donc, comme je vous disais, entre le corps municipal et les négociants. Mansart envisageait pour les matériaux l'emploi d'une pierre froide, c'est son expression, pour le rez-de-chaussée, et de la pierre d'Arles de la plus belle espèce pour les étages. Quoique non consigné dans les documents, on ne doute pas que ce choix fut motivé par la visite de l'hôtel de ville d'Arles d'Arnaud Mansart. Donc, effectivement, l'ambition de Mansart de Sagone à Marseille, c'est de faire aussi bien que son grand-père à Arles. Hein. Outre un mélange de plâtre roux et blanc et de chaux, il envisageait pour la maçonnerie, conformément aux usages établis depuis le XVIIe et tels qu'il avait pratiqué à l'église Saint-Louis de Versailles notamment, l'emploi de la pierre armée, c'est-à-dire le passage de tirants de fer dans la pierre pour la consolider et maintenir plus solidement l'édifice pour éviter les désordres qu'on connaissait dans la loge Puget. Les murs de refend devaient être en briques, la charpente en chêne, les planchers en sapin des Flandres et du Dauphiné, ainsi qu'en noyer. Donc vraiment, il a vu grand non seulement dans son projet, mais dans la qualité des matériaux. Donc, je vous dis, des bois de très grande qualité, une pierre de très grande qualité. Le bâtiment aurait été vraiment splendide. Les croisées seraient tantôt à grands ou à petits carreaux. Il porta le coût de la construction à 930 000 livres, prix exorbitant, mais qu'il pensait modérer à 660 livres, hors déduction des 70 000 livres de récupération des matériaux de l'ancienne loge. Il faut savoir qu'effectivement, jusqu'au début du XXe siècle, lorsqu'on détruisait un bâtiment, on récupérait une partie des matériaux, ce qui pouvait être réutilisé dans la nouvelle construction, ce qui permettait de réduire le coût des chantiers. Conscient du coût du projet, Mansart suggéra de le réaliser par économie, en acquérant les terrains au fur et à mesure de l'avancée des ouvrages. Il envisageait de se rendre à 3 reprises sur les lieux pendant la construction, à raison de 15 000 livres le déplacement. Malheureusement, le projet de Mansart de Sagone était condamné d'avance. 4 jours après son départ, soit le 14 février 1752, les Échevins, qui hésitaient encore malgré tout, parce qu'il y a ce problème de la rue de la Loge derrière, il y a encore des réticences, ils font bonne figure devant Mansart, mais il y a encore des hésitations, éprouvèrent le besoin de revenir sur l'une des propositions soumises le 5 février. Ils en firent part à Machaut et à Saint-Florentin, qui en référèrent à l'architecte. Mais Mansart s'en tint à ce qui avait été adopté. Il écrivit au corps de ville, un an plus tard, le 12 mars 1753, pour leur signifier que ses plans, procès-verbal de visite et devis estimatifs étaient achevés et qu'il les avait remis au comte de Saint-Florentin. Il précisa au passage que le contrôleur général des finances avait exigé de lui un travail infini, je cite. Le 24, les Échevins lui firent part de leur satisfaction et se déclarèrent confiants dans la poursuite du projet par son entremise, tout du moins le feignaient-ils. Mais le roi, sur les conseils de Machaut, en décida autrement. Le projet fut abandonné suite aux mémoires incendiaires lancées à son encontre et dont certains nous sont conservés. Machaut convainquit en effet le roi d'y renoncer. Si le pouvoir royal, donc vous voyez, il y a des réticences au point de vue local, mais aussi des réticences au niveau royal. Si le pouvoir royal encourageait l'embellissement des villes, il était cependant toujours attentif à la situation des finances municipales. Il savait modérer les villes qui voulaient se lancer dans des projets trop fastueux. Le contrôleur général prendra une fois le risque d'autoriser un projet d'hôtel de ville ambitieux, celui de Le Carpentier à Rouen en 1757. On sait ce qu'il advint, il ne dépassa pas le stade des fondations. Soucieux de contenter l'architecte favori de son homologue Saint-Florentin et en guise de compensation,
Machaut autorisa le projet plus utile et plus populaire de l'Hôtel-Dieu derrière l'Hôtel de Ville. Donc voilà le projet de Mansart de Sagone pour l'Hôtel de Ville. Alors retenez d'ores et déjà que ce qui a été réalisé dans ce projet, c'est la partie centrale, et encore pas tout à fait. Donc ce que vous voyez actuellement de l'Hôtel-Dieu, c'est cette partie-là, et encore pas tout à fait parce que cette aile-là a été réalisée, celle-ci sera rajoutée au 19e, mais vous voyez que les pavillons en avancée donc du côté de l'Hôtel de Ville n'ont pas été réalisés, et vous voyez, c'est un bâtiment assez conséquent. Et il y aura éventuellement aussi l'aile médiane derrière la cour principale. Longtemps éclipsé par le prestige de l'Hôtel-Dieu de Lyon, l'Hôtel-Dieu de Marseille n'en est pas moins l'une des plus belles et des plus spectaculaires réalisations hospitalières de l'Ancien Régime. Destiné à l'accueil des pauvres, des malades et des enfants trouvés, Mansart de Sagone voyait dans ce projet une occasion inespérée de rivaliser avec les projets colossaux de Pierre de Vigny à Lille en 1739 et de Jacques-Germain Soufflot à Lyon en 1741. Donc je vous les montre. Donc voilà le projet de Pierre de Vigny à Lille en 1741. Donc vous voyez, on a déjà un plan en damier avec différentes cours, bon, toujours une organisation axiale. Donc vous tracez un grand axe au centre et on a la même chose des deux côtés. Donc la partie en noir, c'est ce qui a été réalisé. Je vous montre, vous avez donc la chapelle qui est au centre, donc ça c'est Lille. Voilà donc l'Hôtel-Dieu de Soufflot à Lyon, donc c'est une immense façade le long du Rhône. Retenez d'ores et déjà le pan coupé à l'angle de la façade que Mansart de Sagone reprendra dans son projet marseillais. Commencé en 1753, l'Hôtel-Dieu de Marseille s'inscrit dans le vaste mouvement de renouveau de l'architecture hospitalière initié en France depuis le XVIIIe siècle et qui s'était particulièrement accentué vers 1750 avec notamment la réalisation ou le réaménagement de l'Hôtel-Dieu de Douai en 1749, de ceux de Carpentras, Rouen et Langres en 1750, de celui de Valenciennes en 1751 ou de la Charité de Mâcon en 1752. Ce mouvement s'inscrivait dans les courants philanthropiques de la bienfaisance laïque née au XVIIIe siècle, de la reconnaissance de l'individu dans sa personne et de sa valeur propre. Donc on est dans une autre conception de l'homme. Il devait conduire à une réflexion nouvelle sur le contenu et la forme de l'institution hospitalière en tant que lieu de soins et de vie, et non plus de douleur et de misère. Mansart de Sagone abordait ici un thème qui était demeuré relativement inédit dans la production des mansards, si l'on accepte peut-être l'Hôtel Royal des Invalides ou l'Hôtel-Dieu de Saint-Aignan-sur-Cher. Le dernier mansard allait satisfaire ici le zèle charitable des recteurs de l'hôpital, l'idéal altruiste de la monarchie et la fierté locale des Marseillais. Comme pour l'Hôtel de Ville, le projet fut servi par le soutien du comte de Saint-Florentin, ministre en charge de la Provence. Donc le premier Hôtel-Dieu de Marseille, que vous avez ici, fut bâti entre 1593 et la fin des années 1610 par la réunion de l'hôpital Saint-Jacques de Galice et de celui du Saint-Esprit dont il reprit les lieux. Sous la pression démographique de la ville, passée de 15 000 habitants à la fin du XVe siècle à 75 000 à la fin du XVIIe, il se révéla très tôt insuffisant lui aussi. Déjà en 1692, on avait dû procéder à son agrandissement suivant les plans de Mathieu Portal, architecte de la ville. En 1719, une seconde extension fut à nouveau envisagée, que la grande peste de 1720 rendit encore plus pressante, Marseille ayant vu disparaître la moitié de sa population. Jacques de Matignon, abbé de Saint-Victor, légua en 1725 à la ville la somme considérable de 100 000 livres, dans le projet, de rassembler l'ensemble des hôpitaux de Marseille en un seul et même établissement. Ces derniers, souhaitant conserver leurs prérogatives, cette volonté resta lettre morte. La suppression de l'hôpital du Roi, dit aussi des Galères, au fond du Vieux-Port, en 1740, mit l'Hôtel-Dieu dans une situation de plus en plus intolérable. Outre les malades et les enfants trouvés, il devait accueillir cette fois les soldats des forts et citadelles, ainsi que les matelots. Entassés à plusieurs dans le même lit, les malades connaissaient une situation sanitaire catastrophique. Les recteurs n'hésitaient pas à dénoncer cet air vicié, si dangereux, qui infectait jusqu'aux aliments et aux plaies les plus légères.
Aussi était-il contraint de refuser quantité de malades et de mendiants n'étant plus en mesure d'assurer leur mission. Le bureau des recteurs décida dans les années 1740 l'acquisition de plusieurs maisons mitoyennes pour permettre l'extension de l'hôpital. Une partie d'entre eux s'en allèrent visiter en 1750 les nouveaux hôpitaux de Lyon et de Toulouse qui faisaient alors sensation. Le premier, œuvre de Soufflot, marqua tant les recteurs qu'ils profitèrent du passage de celui-ci dans la cité à son retour d'Italie en janvier 1751 pour solliciter son avis. L'architecte et les recteurs restèrent en contact jusqu'en 1752, date de l'arrivée de Mansart de Sagone à Marseille. Ils poursuivirent en 30 ans leur politique d'acquisition. Suivant les ordres consignés dans la lettre de mission du roi, Mansart de Sagone visita l'hôtel-dieu de la ville. Les recteurs étaient d'autant plus engagés à le solliciter qu'il était recommandé, outre le comte de Saint-Florentin, par Machaut d'Arnouville, contrôleur général des finances. Donc cette fois, le contrôleur général soutient le projet contrairement à ce qui s'est passé pour l'hôtel de ville. Les recteurs remirent en conséquence leur doléance à ce dernier en janvier et février 1752. Mansart de Sagone avait adressé au recteur en avril de cette année, après son retour à Paris en mars, le plan de son projet au rez-de-chaussée. Celui-ci ayant, donc le projet au rez-de-chaussée, le voici. Celui-ci ayant reçu leur approbation, l'architecte leur envoya 5 mois plus tard l'ensemble de ses plans et élévations. Donc ce projet est conservé aux archives départementales. Il est cette fois signé, comme je vous le disais tout à l'heure, non plus Ardoin-Mansart, mais Mansart de Lévis. Il faut vous dire que Mansart de Sagone avait acquis entre-temps le marquisat de Lévis, qui est dans le Bourbonnais, à côté de Moulins, et qui voisinait avec le comté de Sagone, qui était une terre acquise par son grand-père, Jules Ardoin-Mansart, qui était effectivement comte de Sagone, Sagone se trouvant donc dans le Cher. Et donc, comme souvent, les architectes voulaient imiter la grande noblesse, et donc, d'ailleurs, Sagone, donc je vous dis, fait allusion au comté de Sagone, et cette fois, comme c'était sa propre terre, il a décidé de s'appeler Mansart de Lévis. Mais c'est vrai que pour les historiens, ils ne comprenaient plus qui était ce Mansart, c'est pour ça, mais retenez que Mansart de Sagone ou Mansart de Lévis, c'est le même personnage. Hein. Conformément à la tradition, Mansart de Sagone avait renoncé à toute demande d'honoraires. Les registres des comptes et délibérations de l'hôtel-dieu ne consignent en effet aucun versement à l'architecte. Certaines mauvaises langues avaient pourtant prétendu qu'il avait touché la somme de 120 louis. On ne procéda à la pose de la première pierre de l'édifice dans le pan nord-est de la cour principale. Donc, je reviendrai sur les élévations de Mansart tout à l'heure. Donc, vous voyez un petit. Donc, vous avez, je vous signale juste donc la façade côté Vieux-Port en haut et la façade de l'autre côté, donc sur la colline en dessous. Donc on procéda à la pose de la première pierre dans le pan nord-est de la cour principale le 13 septembre 1753, après que les problèmes de financement de l'opération aient été en partie résolus. Mansart de Sagone avait confié l'exécution de son projet à l'architecte de la ville, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Claude-Henri-Jacques d'Acheville. Je vous donne ces dates, 1721-1794, qui se trouvait être aussi celui du duc de Villars, gouverneur de la province. D'Acheville confia en octobre 1753 aux maîtres maçons Antoine Caillac et François Rougon le soin de dresser le devis de maçonnerie, devis qui fut approuvé par les recteurs le 24 décembre 1753. Donc vous voyez, en une seule année, tout est bouclé. L'établissement des fondations traîna jusqu'en 1757, non pas tant pour des raisons financières que des difficultés d'implantation des nouveaux bâtiments. Les recteurs se trouvèrent en effet confrontés aux réticences de certains riverains, donc les mêmes problèmes que pour l'hôtel de ville, comment implanter de nouveaux bâtiments au détriment donc, des habitants du quartier, et surtout aux problèmes de dégagement de la chapelle des pénitents de Saint-Maur et de la grande tour de l'horloge de la ville. Le 25 avril 1757, les recteurs firent appel au maître maçon et entrepreneur Jean-Étienne Raymond. Une convention fut établie avec lui à cette occasion, qui fut renouvelée le 12 septembre 1765. Le 2 janvier 1777, ils instituèrent un comité de la bâtisse pour l'inspection des bâtiments et veiller au respect du plan de Mansart, lequel ne devait sortir sous aucun prétexte de l'hôpital. Pourtant, d'Acheville avait procédé sans doute à la demande des recteurs à quelques modifications du plan, en étendant notamment la surface des maladreries et en redessinant la cage des 2 escaliers de la cour principale. Donc voilà le projet de d'Acheville. Donc, il a étendu effectivement les maladreries. Mansart avait prévu, je vous le remontrerai tout à l'heure, donc les maladreries dans la partie postérieure de l'hôpital. Donc,
tout ce que vous voyez là, ce sont les lits. Hein. Ce sont les lits qu'on mettait le long donc, des salles. Donc Mansart les avait envisagés uniquement dans la partie antérieure de l'édifice, la partie postérieure devant servir donc à l'administration. Or, Dashville en a mis dans ces parties-là, donc la partie vers le Vieux-Port. Et il a redessiné donc les escaliers tels qu'on les connaît actuellement sous forme carrée, alors que Mansart de Sagone les avait envisagés sous une forme en hémicycle, c'est-à-dire on avait une version allongée avec une partie arrondie à l'extrémité. Donc ces projets-là sont aussi conservés aux archives départementales. Voilà donc les autres modifications. Vous voyez, c'est des plans qui sont en très mauvais état, donc pas facilement consultables. Voilà donc l'escalier tel qu'il a été réalisé d'après les plans de Dashville par donc Esprit Joseph Brun, donc celui qui a réalisé l'extension de l'hôtel de ville à la même époque. Nous sommes donc là dans les années 1780. Donc les ouvrages de l'Hôtel-Dieu vont donc entre 1780 et 1785. Esprit Joseph Brun, qui travaillait alors à l'Hôtel de Ville de Marseille, donc à l'extension que vous connaissez par derrière, procéda à la construction donc, de ces escaliers. Les ouvrages vont se prolonger jusqu'en 1788, donc jusqu'à la veille de la Révolution, date des derniers ouvrages attestés. Les difficultés financières de l'établissement avaient eu raison du grand dessein de Mansart de Sagone. L'ancien hôpital et le nouvel hôtel-dieu demeurèrent imbriqués pendant plus de 70 ans. Donc voilà encore une photo de... Je ne sais pas si vous connaissez ces escaliers de l'hôtel-dieu. Hein, voilà, ils sont magnifiques. C'est ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre de stéréotomie. Alors la stéréotomie, c'est l'art de lier les pierres entre elles. Et vous voyez donc ces magnifiques voussures qui supportent les volets de l'escalier, avec une magnifique rampe en fer forgé. Et voilà donc l'état de l'hôtel de ville à la fin de l'Ancien Régime, tel qu'il va rester donc jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc vous voyez qu'on a réalisé qu'une partie de la cour principale, vous voyez que l'aile gauche est à peine terminée. Vous avez encore l'ancien bâtiment, l'ancien hôtel-dieu donc du XVIe, XVIIe siècle ici. Donc c'est ça qu'on a, c'est une partie de ces bâtiments qu'on a redécouvert au moment des fouilles. Et vous voyez donc on a l'aile médiane, antérieure, je veux dire, à l'arrière. Donc, voilà à peu près l'idée. On a quand même un début de cour latérale sur le côté gauche. Là, ici, en surimpression, donc le projet de Mansart et l'ancien hôtel de ville, et l'ancien hôtel-dieu, pardon. Donc, qui vous permet de mieux comprendre à quel endroit, jusqu'où aurait été finalement l'hôtel-dieu envisagé par Mansart de Sagone. Vous pouvez voir donc que sont mentionnés cour des filles et cour des garçons. Donc il y avait effectivement une séparation des sexes autour de ces cours. Donc toujours raisonné de manière axiale, hein, un côté pour les hommes et un côté pour les femmes. Voici donc l'hôtel-dieu réaménagé donc sous le Second Empire. Donc entre 1860 et 1866, l'architecte des hôpitaux de Marseille, Blanchet, prolongea l'aile gauche de la cour principale à hauteur de l'aile droite et acheva les deux ailes par deux pavillons. Il suréleva d'un étage l'ensemble de l'édifice et refit en conséquence toutes les couvertures. Il dégagea les apports de l'hôtel-dieu afin de lui procurer l'air et la lumière nécessaires et d'améliorer son accessibilité. Donc vous voyez, là, les bâtiments qui ont été érigés au XVIIIe ont été totalement dégagés. On a démoli l'ancien hôtel-dieu. Il remania enfin la distribution par la création de nouvelles salles afin de répondre aux besoins de l'hôpital. Le nouvel hôtel-dieu fut inauguré par Napoléon III le 15 novembre 1866, jour de la fête de l'impératrice Eugénie. Le projet de Mansart de Sagone ne fut donc réalisé qu'au cinquième de ses capacités. Voilà donc en gros donc l'état de l'hôtel-dieu jusqu'à nous. Donc ce vaste quadrilatère de 133 mètres de large sur 121 mètres de profondeur, soit une superficie de 16 093 mètres carrés, ne couvre actuellement
que 386 mètres carrés, dont 300 mètres carrés pour la cour principale. La hauteur des façades est de 27 mètres. À titre de comparaison, l'Hôtel-Dieu de Lyon, dont la façade principale est de 327 mètres de long et de 23 mètres de haut, couvrait une superficie de 21 664 mètres carrés. Donc je vous rappelle, 16 000 mètres carrés, la superficie de l'Hôtel-Dieu envisagée par Mansart, et 21 000, donc Mansart avait tenté de se rapprocher le plus possible de l'Hôtel-Dieu de Lyon. L'influence de ce dernier est patente dans les pans coupés de la façade principale. Donc, voici les élévations de Mansart de Sagone. Alors, ces pans coupés, vous ne les voyez pas très bien, mais ils sont ici. Hein, voilà. Donc, la lanterne que vous avez au-dessus, c'est ce qui sert à l'aération des salles des malades. Je vais revenir là-dessus, mais remarquez déjà donc, la couverture assez pittoresque de ce pavillon, hein, un peu dans l'esprit des couvertures que vous avez pu voir pour le projet de l'hôtel de ville. Donc c'est une façade assez sobre, pas de fioritures ici, hein. On est dans un hôpital, donc on a un programme d'une grande sobriété. Voilà donc la façade de l'Hôtel-Dieu de Lyon, et vous avez vu donc les pans coupés en angle, mais donc, comme je vous disais, l'influence de l'Hôtel-Dieu de Lyon est patente dans les pans coupés et dans le procédé de ventilation destiné à renouveler l'air des salles des malades, procédé que l'Académie des sciences avait adopté en 1748 et dont Soufflot fut le premier grand utilisateur. Il témoignait du souci croissant de l'hygiène de l'architecture hospitalière sous l'Ancien Régime. Donc, je vous ai décrit effectivement la situation sanitaire catastrophique de l'ancien Hôtel-Dieu, la nécessité donc de ventiler les salles, et ce procédé d'aération élaboré par Soufflot va donc être repris par Mansart de Sagone pour Marseille. Le plan de Mansart de Sagone se voulait quant à lui beaucoup plus homogène et organique que celui confus de Soufflot dans sa façade interminable. Donc, il faut vous dire que l'Hôtel-Dieu de Lyon par Soufflot a fait l'admiration de tout le monde, aussi bien en France qu'à l'étranger. Malheureusement, c'est une longue façade le long du Rhône, parce que si on regarde la distribution, vous voyez, c'est une distribution assez confuse. Vous avez différentes cours, mais qui s'organisent de manière très désordonnée, alors que Mansart de Sagone, lui, je vous remontre son plan, il fait un plan parfaitement symétrique, tout est parfaitement organisé, donc il est beaucoup plus homogène et régulier que celui de Soufflot à Lyon. Mansart avait repris là, comme de Vigny à Lille, le plan traditionnel en gris des hôpitaux depuis Filarete à l'Ospedale Maggiore de Milan en 1456, ou Bustamante à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tolède en 1542. Donc il restait dans la tradition hospitalière héritée de la Renaissance. Toujours suivant la tradition, Mansart de Sagone avait organisé son bâtiment au-delà de la cour principale, dans sa partie postérieure, autour de deux cours réservées respectivement aux hommes et aux femmes. La distribution était ainsi dédoublée en fonction des deux sexes. Mansart de Sagone avait établi au rez-de-chaussée les pièces dévolues à l'accueil des enfants trouvés, école, réfectoire, laboratoire, chambre, et celles dévolues à la vie de l'Hôtel-Dieu, chapelle, magasin, écurie, cuisine, garde-manger, prison, lingerie, boulangerie, lavoir, apothicaire, salle pour les visiteurs et les religieux. Donc tous les espaces de service de l'hôpital en rez-de-chaussée. Dans les étages se trouvaient les salles des malades et leurs longues rangées de lits, Si l'on ignore le nombre exact de ces derniers prévus par Mansart, il ne devait pas être loin des 700-800 lits, au regard de la superficie des bâtiments par rapport à ceux de l'Hôtel-Dieu de Lyon, qui en avait 1100. Si l'on en croit le plan du second étage, les pièces destinées au fonctionnement des maladreries se trouvaient dans la partie antérieure de l'édifice, tandis que les dortoirs occupaient toute la partie postérieure. Les 4 ventilateurs, qui sont donc au niveau des chapelles ici, donc je vous ai dit, les maladreries sont dans ces parties-là. Vous avez donc des chapelles au bout des couloirs et au-dessus, ces fameux ventilateurs qui permettent d'aérer toutes les salles des malades. Si l'on ignore
Donc les 4 ventilateurs étaient disposés aux intersections des salles et les petits autels de dévotion aux extrémités. Le nombre de pièces envisagées et la diversité de leurs fonctions attestent le souci de Mansart de Sagone de satisfaire le plus possible les exigences d'un hôpital moderne et sa capacité à concevoir de vastes programmes. Les modifications apportées par Dashville devaient ruiner en partie ces efforts. Mansart de Sagone avait joué dans l'élévation principale du côté du Vieux-Port, à l'instar du monastère de Prouille. Donc il avait réalisé déjà de grands projets dans cet esprit-là pour le monastère de Prouille, dans l'Aude, avec donc, vous voyez, des grands corps de logis organisés autour de cours. Et donc dans les élévations, ce qu'il faut observer aussi, c'est l'alternance de ces motifs à refend. Donc vous savez, ces lignes que je vous ai signalées tout à l'heure pour le rez-de-chaussée, il les a repris ici sur toute la hauteur du bâtiment, mais en fonction des espaces, il alterne les parties avec ligne et les parties lisses. Voilà, hein, donc c'est une alternance. En revanche, dans la partie sur la colline des Accoules, il a fait une façade uniforme. Et ce type de façade, il l'avait déjà pratiqué pour le monastère de Prouille, donc à côté de Carcassonne, où à nouveau, en fonction des parties du bâtiment, suivant qu'il s'agissait d'un pavillon ou d'un corps de logis, eh bien, on avait ces parties lisses ou ces parties à refend. Alors, il n'avait pas totalement renoncé à son goût des effets pittoresques dans le dessin particulier des lanternons destinés à l'aération des maladreries, comme je vous l'ai montré. On ne dispose hélas d'aucune élévation pour les cours intérieures. Nul doute que celle de la cour principale, aujourd'hui visible, est en grande partie conforme aux volontés de l'auteur. Mansart de Sagone avait repris le principe des loggias superposés tel qu'il était pratiqué à Milan ou à Tolède depuis les XVe, XVIe siècles. Mansart l'avait porté ici à une échelle monumentale. Monumentaux étaient aussi les 2 grands escaliers latéraux de l'Hôtel-Dieu, qui témoignent une fois encore, malgré les changements de Dashville, de la prédilection de Mansart de Sagone pour les expériences scalaires, donc le goût des escaliers, comme je vous l'ai montré pour l'Hôtel de Ville, et la stéréotomie. Le caractère impressionnant de cet édifice, dominant de sa masse la ville de Marseille, tel qu'on peut en juger aujourd'hui, ne fait que plus regretter qu'il n'ait pu être mené à son terme. Nul doute que dans ces conditions, il ait éclipsé l'hôpital général de Lille et surtout l'Hôtel-Dieu de Lyon. Une fois encore, le sort s'acharnait sur les ambitieuses réalisations du dernier des Mansart à Marseille. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, vous nous avez éclairé vraiment sur beaucoup de choses. Tout d'abord, je voudrais vous présenter toutes nos excuses pour d'abord le manque de flèches, ensuite pour les sonneries C'est pas grave. de téléphone, de la porte, etc. Bon. Vous devez penser que les Marseillais sont bien dissipés. Vous les connaissez. Il n'y a pas que vous, ça arrive à Paris aussi. Oui, vous avez montré tout au début de votre... S'il vous plaît, tout au début de votre exposé, le plan de... Petit plan, enfin, de... Pour l'Hôtel de Ville ou l'Hôtel-Dieu ? L'Hôtel de Ville. Celui-là ? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais juste, vous avez les constructions qui sont au-dessus du plan de l'hôtel de ville lui-même. Sur la gauche, vous avez certainement passé, vous êtes sûrement passé devant la maison diamantée. Oui, tout à fait. Alors cette maison diamantée, enfin je fais une parenthèse là, mais la maison diamantée appartenait au comité du Vieux-Marseille. Oui. Et qui, le comité de Marseille ne pouvant pas, après la guerre, parce qu'il y avait eu des dégâts quand la vieille ville a été démolie, les dommages de guerre n'étaient pas suffisants, donc la ville était obligée, le comité était obligé de faire une convention avec la ville. Pendant 30 ans, il y avait une gestion ensemble. Et après, ça revenait donc le bâtiment et les collections sont revenus à la ville. Mais donc c'est pour vous dire que c'était juste derrière l'hôtel de ville.
Bon, c'est une parenthèse. Pour l'Hôtel de Dieu de Lyon, la coupole que l'on voit sur la dernière vue que vous avez montrée, Oui. on la voit très bien. Enfin, on la voit. La coupole était toute en bois. Et elle a brûlé complètement le jour de la libération, entre guillemets, de Lyon, parce que les troupes américaines étaient arrivées de l'autre côté du Rhône. Comme il n'y avait plus de pont, ils n'ont pas pu traverser. Mais alors ils campaient sur le bord. Et comme c'était le sud est là, hein, le soleil arrivait sur les tuiles vernissées qui étaient sur la coupole, ils ont cru que ça faisait des éclats. Ils ont cru que c'était des départs de... Donc ils ont cru qu'on leur tirait dessus. Ah, d'accord. Et ils ont répandu directement sur la coupole qui a pris feu et qui a brûlé entièrement. Et qui a été refaite d'une façon extraordinaire. Mais je voudrais signaler le parenté en fait entre l'Hôtel-Dieu, encore une fois, de Lyon et de Marseille, parce que l'Hôtel-Dieu de Lyon n'est plus en activité et va être transformé aussi en hôtel de luxe. Oui, hein, oui, avec oui. des commerces. Oui, voilà. mais... D'ailleurs, là, c'est le projet de l'architecte que vous avez là. Mais la différence, c'est qu'à Marseille, on a gardé heureusement, parce qu'elles étaient classées, les façades et les escaliers. À Lyon, ils ont réussi à ce que tout le bâtiment soit conservé. L'hôtel sera dans les bâtiments, fait dans les bâtiments existants. Enfin, ils ne sont pas touchés. Il y aura un centre commercial, il y aura un musée de la médecine qu'on n'a pas